Bienvenue de l'autre côté du tableau, le podcast qui donne la parole aux maîtres, maîtresses, profs. Bref, à tous ceux qui font l'éducation aujourd'hui. Parce qu'on se souvient encore de la maîtresse grâce à qui on a réussi les divisions, ou bien ce prof qui nous a fait adorer la physique ou le français, alors que franchement c'était vraiment pas gagné. Ici on inverse les rôles et on découvre les coulisses et les souvenirs que eux ont gardés. Je suis Valentine et j'ai toujours baigné dans le monde des profs. Alors en hommage à eux, et surtout pour dévoiler les coulisses d'un métier qui représente bien plus de challenges que l'on peut imaginer, passons de l'autre côté du tableau. Quand on parle d'autisme, on se rattache à ce qu'on connaît ou à nos préjugés sur le sujet. On pense à des films comme Hors Normes, qui touchent profondément et soulignent la difficulté d'accueil des enfants autistes en France. Mais comment ça se passe réellement dans les écoles ? Comment se fait l'inclusion des enfants autistes en classe ? J'ai eu la chance d'échanger avec Emeline sur le sujet. C'est dans une classe Ulysse dès sa première année qu'elle va trouver sa véritable place. Un début chaotique, mais une certitude. Elle est là où elle doit être. Aujourd'hui, Emeline nous parle de son parcours, de ses premiers pas dans l'enseignement spécialisé et de son travail pour faire progresser l'inclusion scolaire. Elle nous dévoile aussi un projet novateur inspiré du Canada, le DAR, un dispositif d'autorégulation qui permet aux enfants autistes de s'intégrer pleinement en classe ordinaire. Bonne écoute! Dans ce nouvel épisode, on va parler éducation et handicap avec Emeline. Donc bonjour Emeline. Merci beaucoup déjà de venir témoigner sur ce sujet qui est assez spécifique. Ravi de t'accueillir et de te recevoir. Merci à toi. Est-ce que dans un premier temps déjà tu peux un petit peu te présenter et nous expliquer toi ce qui t'a amené à travailler dans l'enseignement et puis plus spécifiquement justement avec des enfants handicapés? Je m'appelle Emeline, j'ai 30 ans. J'ai eu un parcours un petit peu long, peu atypique. Après le bac, je voulais devenir orthophoniste. Donc je passe par les concours, concours quand même très difficile. Il faut savoir que moi j'ai fait 4 ans de prépa. C'est un concours tellement difficile que normalement on l'a souvent la première ou de la deuxième année, mais voilà, je suis du genre à persévérer. Et malheureusement, c'est toujours passé aux écrits, mais pas à l'oral. Le problème dans ce milieu-là, c'est qu'il n'y a pas d'équivalence. Du coup, il a fallu quand même tout recommencer. Et donc, passer par une licence de psycho de 3 ans. Et après, j'ai fait un master enseignement. Et l'idée de devenir enseignante spécialisée. Voilà, j'avais cette ligne conductrice, même pour l'orthophonie du handicap. Donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas au niveau de l'enseignement. J'ai fait le master enseignement 2 ans et ça fait maintenant ma 5e année dans le milieu de l'éducation nationale et c'est ma 3e année avec les enfants autistes. Ok, voilà. Super intéressant. Parce qu'en fait, dès le début, même si tu te dirigeais effectivement plus sur la partie orthophonie, toi, tu voulais travailler avec des enfants qui avaient du coup des spécificités. Complètement. Le but, c'est que je savais très bien que, très honnêtement, un site, ça allait me plaire dans le milieu ordinaire, mais vraiment, c'est quelque chose que je ne recherchais pas du tout pour toute ma vie. Le but, c'était d'accéder le plus vite possible aux spécialités et travailler au contact d'enfants à besoins particuliers. Et voilà, l'autisme, c'est quelque chose qui me touchait particulièrement. Ok. Parce que toi, est-ce que du coup dans ton entourage, t'as fait peut-être une rencontre ou quelque chose justement qui t'a amené à te dire moi j'ai vraiment envie d'aider tous les enfants handicapés ou c'est juste une appétence Je pense que c'est parti du coup de forcément l'orthophonie. Ce qui me plaisait à la base dans ce milieu-là, c'était vraiment la diversité de la patientèle au niveau de tout handicap, tout retard, etc. Et du coup, pendant mes études justement de prépa, on a beaucoup étudié à un moment l'autisme. Et je me souviens qu'une de nos professeurs nous avait demandé de regarder un documentaire en particulier, un documentaire d'une animatrice télé qui s'appelle Églantine Meillet, qui a décidé de mettre en lumière la vie de son fils qui était autiste, qui s'appelle Samy. Je crois que le documentaire s'appelle Mon fils, ma plus grande bataille. Et donc en fait, ce documentaire-là, Samy, c'est un enfant qui est autiste quand même sévère. Et ça montre vraiment à quel point en France, on est très 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 en retard sur le handicap, sur la place dans les structures qu'on peut avoir. Et du coup, ça a été un peu mes premières connaissances sur ce handicap-là. Et ça m'a donné envie de creuser encore plus. Et si je rebondis par rapport à l'orthophonie, où je disais que ce qui m'intéressait, c'était vraiment la diversité. En fait, c'est ça, c'est que c'est un handicap. On dit que c'est un trouble du spectre de l'autisme. Donc on parle vraiment de spectre. C'est un handicap qui est extrêmement large. On peut avoir des autistes vraiment très légers, si on peut caricaturer un peu les propos, et beaucoup plus sévères. Et du coup, un enfant autiste ne sera jamais le même qu'un autre. Il y a des caractéristiques communes dans ce handicap-là. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est justement l'adaptation vraiment au cas par cas. Et je trouve ça fascinant. Voilà. Ok, génial. Et parce que du coup, tu avais aussi ce truc-là d'aller vers les autres, d'aider. Parce que tu as la partie enseignement où justement tu transmets des choses, tu apprends et tu aides à l'évolution. Mais du coup, dans la partie handicap / autisme, j'imagine que tu vas encore plus
Complètement. Alors, c'est un peu cliché ce que je vais te répondre, mais c'est vrai que je pense que le handicap, on a une fibre ou on l'a pas. C'est vraiment un truc, c'est propre à chacun, faut le vouloir, faut le sentir et on dit souvent que c'est une vocation. Oui, je pense un peu aussi, quoi. Ouais. Cette envie de transmettre, d'accompagner au mieux. Moi, j'ai toujours considéré que nous, on avait la chance d'être, voilà, dans des milieux plutôt corrects. On a de la chance un peu de tout, quoi. Alors que les personnes qui ont des déficiences, elles sont pas forcément autonomes et elles l'ont pas demandé, en fait, tout simplement. Donc, si on peut contribuer à un bien-être au niveau personnel, professionnel et dans l'autonomie de la vie de tous les jours, évidemment, moi, c'est avec grand plaisir que j'aimerais y participer. C'est génial. Franchement, félicitations du coup pour cette Merci. vocation qui est, qui est pas simple, j'imagine, tous les jours. C'est quand même pas tout beau, tout rose dans le milieu du handicap, loin de là. C'est surtout que c'est un handicap, comme on disait, qui est extrêmement diversifié. Moi, j'ai travaillé avec des enfants autistes très sévères pour ma première année. Il y a de la violence, voilà, envers nous, envers eux-mêmes beaucoup. Il y a quand même beaucoup de frustration, de paramètres de charge mentale qu'il faut aussi accepter quand on travaille dans ce métier-là. Moi, je rentrais plus d'une fois couverte de bleu, faut le dire. On a retourné toute ma classe jour après jour parce que c'est des enfants autistes quand ils sont très sévères, qui n'ont pas les codes, qui manquent de cadre et donc on est là pour instaurer tout ça et pour après voir l'évolution. Mais il y a des jours avec, il y a des jours sans, c'est clair. Il faut en avoir largement confiance dans ce milieu. Ta première expérience, ça s'est passé dans quel cadre? T'étais dans quelle école spécifique? Donc l'éducation nationale, c'est compliqué chaque année parce que des vœux d'affectation. Dans les premières années, on n'a pas forcément ce qu'on veut. Par chance, moi, ça s'est pas vraiment passé comme ça, dans la mesure où je voulais atteindre le plus vite possible le milieu du handicap avec les enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme. Et la deuxième réalité de ce terrain-là, c'est qu'il y a quand même peu de personnes qui veulent faire ce milieu-là. Et du coup, moi, dans mes vœux, ça a été accepté finalement très vite, donc c'était tout bénéfique pour moi. Donc j'ai eu une école avec un dispositif Ulysse. Dispositif Ulysse, c'est vraiment une classe où donc il y a l'institutrice, en l'occurrence moi, qui accompagne des jeunes. Donc là pour le coup c'était que TSA. Donc l'idée c'était d'inclure les enfants autistes au maximum dans leur classe d'âge. Et là encore, en fonction de leurs compétences. Les inclusions sont parfois limitées parce que le niveau est pas du tout adapté à leur profil aussi. Quand tu dis classe Ulysse, c'est-à-dire que c'est une classe qui est rattachée à une seule école? Oui, en fait, c'est dans une école ordinaire. Voilà, là, moi, c'était une école élémentaire. Il y avait une petite salle en plus. C'était le dispositif Ulysse. D'accord. Et voilà, moi, je faisais la partie enseignement avec mes 10 élèves TSA. Et je faisais leur emploi du temps adapté parce que, encore une fois, faut différencier pour ces 10 niveaux différents. Moi, j'avais 3 CE2, 3 CM1, 1 CM2 et 2 CE1. Ah oui, c'est-à-dire que t'as même pas d'équivalence au niveau âge. Pas du tout, donc c'est pas du tout les mêmes choses qu'on va travailler et qui en plus, ils n'ont pas du tout les mêmes besoins, pas du tout les mêmes compétences. Donc du coup, on fait du cas par cas. Donc c'était effectivement autisme plutôt sévère. J'en avais 4 sur 10 qui n'avaient pas le langage non plus. Ils ne parlaient pas du tout. Non, communiquaient par pictogramme. Moi, je me suis retrouvée dans cette école-là, mais je pense que c'est quand même important qu'on sache que, à la rigueur, moi, je l'ai choisi, mais moi, je connais beaucoup de personnes qui ont été imposées dans des dispositifs Ulysse comme cela, la veille de la rentrée. Comme ça fait partie du système de l'éducation nationale, il n'y a pas de distinction en fait entre l'apprentissage classique. Voilà, c'est donc en fait toute PE, donc professeur des écoles, peut être affecté dans ces dispositifs-là, ou même des IME, avec d'autres handicaps aussi, c'est possible, c'est pas que forcément de l'autisme, et c'est imposé. Donc après, faut avoir les épaules, mais je trouve que c'est dommage parce que c'est quand même extrêmement décourageant d'arriver dans un tel truc où en fait on n'a aucune connaissance, on n'a pas de formation non plus. Puis c'est aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, en fait c'est une fibre. Quand on est professeur des écoles, à la base on signe pour un niveau entre la maternelle et le CM2. Et donc quand on n'a pas demandé à travailler avec des enfants aussi lourdement handicapés, il y en a beaucoup qui partent. Voilà, c'est la réalité. Chose que je comprends parce que pour moi c'est deux métiers complètement différents. Mais bien sûr, et surtout ce qui est assez fou, c'est que justement, pour toute la partie servicielle, où tu dois travailler même avec des personnes âgées ou des enfants handicapés, etc., t'as une formation bien spécifique. On a une formation, moi j'en ai eu une, l'été qui a précédé cette rentrée-là. On parle d'une formation de 3 jours, voilà. Et donc justement, j'étais avec toutes les personnes qui étaient affectées dans un dispositif avec autisme. Donc on était une quinzaine à ces 3 jours de formation.
Et tu vois, pour rebondir sur ce que je disais précédemment, on était 2 à être là par choix. Donc on a eu 3 jours de formation. Après, pendant l'année, on est forcément accompagné par un professeur ressource. Donc voilà, une espèce de tuteur, si tu veux, qui vient te voir en classe une fois par mois et demi, toute l'année. Donc moi, je suis suivie par la même formatrice depuis maintenant 3 ans. Ça fait 3 ans que je suis avec les enfants autistes. Okay. Donc cet accompagnement, il est quand même extrêmement précieux, c'est sûr, faut le dire. Sans eux, vraiment, moi, je pense que je nagerais encore sur pas mal de choses. Mais voilà, et puis en fait, les premiers mois où vraiment tu te lances dans le métier, c'est compliqué. C'est compliqué. Tu tâtonnes. T'es obligé de toute façon parce que on dit souvent on apprend sur le tas. Bah oui, ça c'est sûr, c'est le cas. Mais ouais, je trouve que c'est un peu léger en termes de formation. Bien sûr, et de préparation aussi. Voilà, les besoins sont particuliers, comme on a dit, pour des enfants autistes où c'est vraiment, il y a des caractéristiques communes, mais après c'est du cas par cas. Donc il y a des choses que on est obligé de sortir un peu de la théorie. En fait, je pense que tous les enseignants devraient être formés. La théorie est tellement loin de la pratique que ça devient très complexe. Et alors toi, j'imagine même pas en fait la différence entre ce à quoi tu t'attends et ce qui t'attend en fait réellement. D'autant plus pour ceux, bon toi effectivement tu l'as choisi donc je trouve ça super, mais pour ceux qui sont même pas choisis, tu te retrouves avec un pluriniveau, une situation de handicap qui peut être très faible comme très compliquée. C'est ça. Et puis c'est surtout que du coup les méthodes de travail sont pas du tout les mêmes. C'est pas du tout la même façon d'enseigner les choses évidemment. Donc non vraiment j'insiste sur le fait que c'est 2 métiers complètement différents dans ce cadre-là, je trouve. Travailler avec des enfants handicapés, c'est pas du tout le métier de professeur des écoles quand on passe le concours quoi. Rien à voir. Parce que toi en fait ton objectif à la fin de ta journée et voire à la fin de chaque semestre, qu'est-ce que c'est finalement? Alors, quand moi j'ai fait cette première année-là, le but c'était de les rendre les plus autonomes possible et de les monter un peu plus en compétences pour qu'ils soient le plus inclus possible. Parce que là, ce dispositif Ulysse, le but c'est qu'un jour, ces enfants-là, on l'espère, regagnent le milieu ordinaire. Encore une fois, il faut être réaliste aussi. Cette année-là, j'avais quand même 2 élèves. Je suis convaincue que dans quelques années, ça sera possible pour eux. Après, le reste, faut pas se mentir, les inclusions, elles ont leurs limites. On accueille ces enfants-là, mais parfois, c'est parce qu'il n'y a pas non plus de place ailleurs. C'est la réalité des dispositifs lisses. Donc, ces enfants-là, on essaye de les rendre les plus autonomes possibles, mais voilà, c'est des petites billes par-ci, par-là. Mais on sait très bien qu'il y a des choses qui vont être limitées dans le temps et en termes de compétences aussi. Donc, faut être OK avec ça. Alors après, moi, cette année, c'est complètement différent. Ça fait 2 ans que je suis dans un nouveau dispositif. D'accord. Il y avait le dispositif d'autorégulation. Ça existe beaucoup en école élémentaire. Mais moi, j'ai atterri au collège. C'est tout nouveau. C'est le 3e collège de France qui fait ça. En septembre, ça avait commencé à être quand même un peu plus répandu. Donc, je sais pas combien il y en a cette année. C'est un dispositif qui vient du Canada. En fait, on travaille donc avec les élèves TSA. Ils sont inclus à temps plein dans leur classe parce qu'ils n'ont pas de déficience intellectuelle. Ce qui fait qu'ils sont largement en capacité de suivre les apprentissages comme tout élève neurotypique, donc aller en maths, en français, etc. de 8h20 à 17h. Leur handicap fait que au niveau des émotions, c'est compliqué. Donc la gestion des émotions, les codes sociaux, tout ce qui va être autour des interactions sociales et du coup au niveau des apprentissages, voilà, il y a tout ça à reprendre. Moi, je m'occupe vraiment de tout ce qui est pédagogique. Je réadapte tous les supports pour que ça soit bien plus explicite pour eux. Je refais les évaluations avec les enseignants, je repropose, je reformule les consignes, je fais des textes à trous, des choses à relier, des choses bien plus visibles, tout ce genre de choses-là. Et je travaille en partenariat du coup avec un psychologue et 2 éducateurs. C'est génial ce dispositif. Oui, c'est super, c'est nouveau, donc c'est encore un peu méconnu, donc c'est aussi compliqué de se faire sa place dans ce milieu-là. Mais du coup, le fait qu'on soit tous ensemble sur le collège, on y est, voilà, on a une salle pour nous. Il y a un vrai partage de compétences et d'enrichissement professionnel. C'est hyper pluridisciplinaire et du coup, le fait de croiser tous nos regards, ça permet quand même un bel accompagnement de ces jeunes-là et non, c'est top. Parce que ta formation, c'est plutôt professeur des écoles. Là, le fait que tu sois au collège, du coup, comment ça se passe? C'est quoi? Alors, on parlait des difficultés et des affectations dans l'éducation nationale pendant des heures. Je pense que tu devrais faire un jour un podcast rien que sur ma première année dans le dispositif Ulysse. Je voulais absolument y rester. Malheureusement, j'ai pas la certification d'enseignante spécialisée encore. Ah, du coup, tu peux quand même passer un concours pour être enseignante spécialisée.
Oui, c'est un diplôme qui s'appelle le KPI, c'est une certification. Donc en gros, par exemple l'année prochaine, je vais retourner sur les bancs de l'école encore une fois, comme si j'étais pas allée assez comme ça, sous système d'alternance. Donc 3 semaines de formation théorique, etc. Et 3 semaines dans une école. Donc je pense que voilà, je peux rester dans le dispositif par exemple dans lequel je suis actuellement. Et à la fin de l'année, du coup, je passe en commission de jury. J'ai 3 ou 4 épreuves. Et donc, si c'est validé, j'ai la certification d'enseignante spécialisée. Et en fait, c'est quand même important de le passer parce que ça permet d'avoir la stabilité. En gros, moi, actuellement, si quelqu'un veut mon poste, je ne suis pas prioritaire. Quelqu'un qui a le KPI va me devancer et peut être du coup attribué à un titre définitif. Malgré tes années d'expérience, finalement. Voilà. Donc moi, je peux être clairement éjectée chaque année depuis que j'ai commencé avec les enfants autistes. Voilà. Ah oui. Et ce qui est assez fou quand même, c'est que en fait, ils peuvent t'imposer ça dans le système de l'éducation nationale, de te retrouver dans une classe atypique, et à la fois, t'es sur un siège éjectable. C'est tout le paradoxe de l'éducation nationale. En fait, tu n'as pas le choix. C'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est que je pense que c'est important qu'on en parle parce que je trouve que ça manque clairement de sens. Ouais. J'ai envie de passer cette certification-là parce que ça me tenait énormément à cœur de rester dans cette première école. Et il s'avère que quelqu'un a eu le KPI et est venu sur mon poste, mais attention, la personne ne voulait pas de ce poste. Donc c'est encore toute une autre histoire. Je me suis retrouvée à être partie, alors qu'en plus on m'avait quand même promis monts et merveilles pour que je puisse y rester. On m'a dit que voilà, même si j'avais pas ma certification, que ça marchait bien, que je faisais du bon travail, que pour la continuité pédagogique auprès des enfants, c'est important parce que voilà, c'est surtout dans l'autisme, ils ont besoin d'énormément de stabilité. Donc, dans ce milieu où en plus personne ne veut travailler, enfin une institut qui voulait rester, c'était bénef. Mais non, ça a été plus compliqué que ça. Du coup, j'ai pas pu rester, à mon grand désespoir. Mais voilà, au niveau de l'inspection, ils ont quand même fait en sorte que on trouve un compromis et qu'on trouve quand même quelque chose qui me plaise et qui me convienne. On m'a appelé pour faire l'ouverture du dispositif d'art. Ok, donc c'est la toute première année en fait. Oui, j'ai fait l'ouverture. C'est un gros challenge, une ouverture. Que ça soit un dispositif Ulysse, un dispositif d'autorégulation ou autre, c'est une grosse année. C'est énorme parce qu'il y a tout à créer, donc c'est très excitant, mais c'est aussi beaucoup de charge mentale, beaucoup de travail. Faut se faire sa place aussi correctement. Et moi encore plus au collège parce que c'est pas du tout la même chose. On n'est pas dans des petites écoles où on est que 5-6 classes, 5-6 instits. Là, moi, je me retrouve quand même dans un collège où ils sont pratiquement 50 enseignants, où l'équipe est stable depuis longtemps, et nous, on débarque comme ça, c'est tout nouveau, c'est pas forcément très bien compris au début, pas très crédible, donc c'est compliqué. En fait, c'est un collège classique dans lequel ils ont ouvert une section spécifique autisme. Exactement. Et voilà. Et toi, t'arrives du coup avec des élèves entre, j'imagine, du coup, 11 et 15 ans. Oui, alors actuellement j'ai 3 élèves qui sont en 6e. Enfin, j'en ai 2 en 6e et en 4e. Et en fait, on les suit jusqu'à la 3e. Voilà. La première année de l'ouverture, on a 3 élèves. Après, on monte à 6 et après, on monte à 10. D'accord. Et alors, toi, comment ça se passe du coup, une journée un peu typique? Après, on reviendra un tout petit peu sur tes tout débuts pour que tu nous racontes un petit peu plus. Mais du coup, voilà, si tu pouvais là nous dire un peu une journée typique de comment ça se passe dans ce dispositif qui est assez... Alors, les journées sont quand même pas forcément les mêmes. Alors moi, je suis en 24 heures. Quand on est PE, on est en 24 heures. Donc voilà, je suis plus en demi-journée sur la semaine. Les éducateurs, eux, sont là à temps plein. Et le psy qui travaille avec moi, lui, pour le coup, est sur un mi-temps. Voilà, il est là 2 jours par semaine. Ce qui se passe, c'est que le lundi, généralement, on est là quand même tous ensemble. On s'est fait un planning avec le nom de nos élèves, les matières, etc. En fait, le premier mois, je vais dire septembre-octobre, on est vraiment dans une observation des élèves. Donc, on va aller un peu les voir chacun 2 fois dans chaque matière pour varier les contextes, pour voir là où ça fonctionne, là où il y a des points d'appui, des difficultés, quels sont du coup leurs comportements. Donc, on est vraiment là pour observer. Ils sont comme les autres élèves de 6e. Ils sont mélangés aux autres. Et du coup, voilà, en fait, on vient donc les observer pour un premier temps. Forcément, on voit très vite, les difficultés peut qu'il y avoir. Moi, j'ai un élève, si tu veux, qui a des troubles de l'attention extrêmement importants. Donc, c'est-à-dire qu'il va même pas sortir son matériel quand il arrive en classe. D'accord. Donc tout ça, moi, je l'observe dans toutes les matières. Et après, quand nous, on confronte nos regards, on est là pour justement créer des outils autour de ça, mettre des objectifs en place et régler ces problématiques-là et travailler sur toutes les stratégies. Donc,
d'autorégulation. Je te parlais des émotions tout à l'heure. En fait, si tu veux, on fait d'abord cette première phase d'observation, après d'intervention en classe, selon les besoins. J'ai un élève l'année dernière, sa gestion de la frustration, elle était très 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 compliquée. Donc voilà, on savait qu'en sport, il fallait intervenir. On ciblait ces moments-là. Et après, c'est aussi à leur demande à eux. On a une salle quand même qui est à nous. Ils peuvent venir dans la salle du DAR quand c'est trop de surcharge émotionnelle pour eux, pour du coup vraiment souffler et s'autoréguler. Ça peut être aussi parce que il y a trop de bruit dans la classe et que du coup ils vont venir passer leur évaluation dans la salle où on va expliciter les consignes, etc. Et puis après il y a des créneaux par-ci par-là où les créneaux de permanence, moi je les récupère pour justement consolider les apprentissages, etc. Donc ça peut être aussi donc à leur demande à eux de venir, mais aussi à la demande des enseignants qui sont parfois un peu démunis en disant voilà, là je le sens plus, je sens qu'il décroche complet, est-ce qu'il peut venir dans la salle pour s'autoréguler, travailler quelque chose et voilà. Mais c'est un sacré travail parce que ça veut dire qu'en fait toi tu passes ton temps déjà à les suivre à chaque cours. Oui. Donc ils sont accompagnés de toi, à la fois de l'éducateur aussi et du psy ou juste de toi? Non, on n'y va que à un seul adulte à chaque fois. Et après, on cible selon les besoins. Si ça va être travailler la gestion de la frustration, par exemple, en sport, ça va être plus le rôle de l'éducateur, par exemple. On essaye de cibler. Après, on y va aussi au tout début tous, pour visualiser vraiment chaque contexte différent. Mais voilà, on n'intervient pas de la même façon non plus. Ok, c'est hyper intéressant parce que du coup, ça me fait un peu penser aux ATSEM, nous, à notre époque. Je sais pas si c'est exactement la même chose. Alors je trouve que c'est ça qui est un peu compliqué avec ce dispositif, au début en tout cas, parce qu'on nous a, enfin nos missions n'ont pas été vite comprises, parce que ça se confond pas mal avec AESH, où du coup donc c'est un peu voilà les assistantes de vie scolaire qui sont là avec les enfants en situation de handicap, mais c'est quand même pas la même chose. Nous on est vraiment là, surtout pas pour faire à la place d'eux. Et on est vraiment ciblé sur des stratégies d'autorégulation, donc c'est encore complètement différent. En fait, le but de mon dispositif, c'est de rendre les enfants autistes dépendants d'un outil et non pas d'une présence d'un adulte. Voilà. C'est hyper intéressant. Pour le coup, Mais oui, ça l'est. Je crois que c'est bien compris, maîtrisé, accepté. C'est un très très beau projet et c'est vrai que au Canada, il fonctionne pratiquement que avec des écoles avec ce genre de dispositif-là. L'inclusion, elle est 100% là-bas. Qu'on a encore de la marge, c'est pas tous les jours facile de faire valoir l'inclusion dans toutes ses formes. Qui a fait venir ce dispositif? C'est le gouvernement qui a mis ça en place dans les dernières années? Oui, ça vient du Canada. Du coup, voilà, au fur et à mesure, c'est l'ARS, la MDPH qui ont mis ça en place. Puis après, c'est au niveau des secteurs. Les écoles vont un peu enfin, là, l'école où moi je suis, on leur a un peu imposé. Voilà, c'est l'inspection qui a dit, on va mettre un dispositif dans ce collège-là. Ok, super intéressant. Et alors du coup, pour retourner un petit peu sur tes tout débuts, toi, est-ce que tu te souviens de tes premiers jours dans cette classe Ulysse? Comment ça s'est passé? Comment tu réagissais? Comment t'interagissais avec les élèves? Est-ce que tu avais anticipé un peu le truc ou ça s'est pas passé comme prévu? Alors, je m'en souviendrai, je pense, toute ma vie. En vrai, ça me tenait tellement à cœur que vraiment c'était une rentrée très particulière. Ça a été ma plus belle rentrée parce que ça y est, je débarquais enfin dans ce que je voulais faire. Mon parcours qui a été quand même long et fastidieux, ça y est, j'y étais, donc j'étais vraiment contente. Je savais pas vraiment anticiper, donc j'étais passée à l'école pendant les vacances d'été. J'ai beaucoup échangé avec l'ancienne instit, du coup qui était dans le dispositif. Par chance, qui était restée dans la même école. Du coup, ça m'a donné beaucoup de stratégies. J'étais très très bien accueillie. Il y a eu vraiment un relais, une passation qui s'est faite énorme. Donc j'ai eu beaucoup d'infos au préalable sur tous les profils des enfants, leur niveau, etc. Après, anticiper plus que ça, non. C'est pas possible. Puis j'ai envie de te dire, comme chaque rentrée, que ça soit dans le milieu ordinaire ou pas, on a beau prévoir des choses, que ça ne se passe pas du tout comme ça. Donc non, on m'a rassurée et on m'a dit. Donc j'avais 2 AESH aussi que j'avais rencontrés l'été aussi, qui sont d'une grande aide. On le dit pas assez, mais vraiment elles font un boulot de dingue. Donc elles sont pas assez reconnues. Et donc en fait, elles m'ont dit ne prévois rien le jour de la rentrée. Le plus important, c'est en fait créer un lien avec les enfants et qu'on apprenne à se connaître. Voilà, c'est quand même une nouvelle figure, une nouvelle tête pour eux. Puis c'est la rentrée, il y a quand même eu 2 mois de vacances. Pour des enfants autistes, c'est quand même un peu le bazar dans leur cerveau sur ça. Donc j'y suis allée comme ça. Je savais qu'il y avait énormément de matériel dans la classe et puis je me suis dit au feeling quoi. Et je m'en souviens parfaitement parce que quand on dit trouble du spectre de l'autisme sévère, j'ai très vite compris. Une fois qu'ils sont tous rentrés dans la classe,
Je pense que 5 minutes après, il y avait déjà des chaises, des tables retournées, des objets dans tous les sens. On a dû fermer à clé parce que j'ai un des élèves qui voulait absolument s'échapper. Il était déjà sorti, en fait. Je l'ai retrouvé dans la cour, donc je lui courais après. Heureusement que justement j'avais les AESH avec moi qui m'ont dit c'est normal, c'est tout le temps la même chose, mais lui il faut l'enfermer. J'en ai un qui commence à me mordre parce que j'avais pris son objet. Et là plutôt que de paniquer, j'ai eu un petit fou rire. Je les ai tous regardés. Je me suis mise en retrait, je les ai regardés et je me suis dit bah c'est marrant, mais c'est exactement là où je veux être. C'est pour ça que j'ai signé, c'est ça que je voulais faire depuis des années. Ça y est, j'y suis. Et en fait, c'est ce que j'attendais. C'est créer quelque chose avec ces enfants-là. Et en fait, quand maintenant j'ai beaucoup de recul, souvent on aime bien faire des petits bilans introspectifs fin d'année. Je me dis on partait de ça et on a eu des progrès parfois immenses. Et je me dis bah quand on part d'aussi loin et qu'on voit les progrès, c'est juste fou et c'est le plus beau métier du monde pour ça, vraiment. C'est hyper émouvant et je pense que tu as totalement raison. C'est ce que je retrouve aussi dans beaucoup d'interviews, c'est qu'à chaque fois, ce qui est le plus mis en avant, c'est la progression. Et de se dire que cette progression, c'est grâce à toi. Ouais. En fait, c'est fou parce qu'on apporte vraiment cette pierre à l'édifice. Et puis alors moi, c'est pareil, je travaille dans ce milieu-là, enfin même l'enseignement tout court, je veux dire, en REP et REP+. Donc il y a aussi en plus ce côté apporter la pierre à l'édifice dans des milieux qui sont quand même défavorisés, dans un milieu socio-culturel qui est quand même vraiment dur et dont on se compte pas forcément très. C'est des familles qui parfois vivent à l'hôtel, ils sont 4 dans une chambre de 9 mètres carrés, enfin, ils ont pas forcément toujours de quoi manger, j'en ai que moi qui ont déjà dormi à la gare, enfin, plus quand on rajoute la situation de handicap, c'est compliqué. Les familles, je leur donne tout mon respect pour tout ce qu'elles apportent à leurs enfants et je pense que le soutien, il est énorme de la part de l'école aussi. Donc si on peut participer à ça et les soulager aussi et les rendre un peu plus autonomes, bah, et plus quoi. Après, je trouve quand même que moi, toutes les familles que j'ai rencontrées qui ont des enfants TSA, ça devient leur priorité. Elles ont pas le choix, c'est un handicap où malheureusement on doit mettre un peu sa vie de côté, clairement. Moi, j'ai eu beaucoup de mamans seules où les papas sont partis. C'est vrai, c'est une réalité aussi malheureusement, qui du coup ne travaillent pas et qui consacrent uniquement leur vie à leurs enfants parce que voilà, c'est au quotidien, c'est vraiment très 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 compliqué. Mais du coup dans ces moments-là, les dispositifs qu'on a sont accueillis de façon comme le Saint Graal. Merci de m'occuper de mon enfant, merci de faire quelque chose et de l'occuper. On dit souvent dans le milieu de l'enseignement, les enfants sont quand même beaucoup plus presque à l'école qu'à la maison. On les voit quand même 8 heures par jour. Donc les parents, ça les soulage aussi. Et quand ils voient les progrès aussi, bah ça leur fait du bien, quoi. Ouais, bien sûr. Et puis comme tu dis, je pense que c'est tellement prenant. J'imagine physiquement, émotionnellement, que effectivement d'avoir ce sas un peu de décompression, ça les permet peut-être après de récupérer et de se dire ok, je suis à bloc. Pour le coup, je parle des familles, tu vois, avec qui moi j'ai travaillé. Donc c'est des enfants qui sont quand même diagnostiqués. Il y a un vrai handicap qui est diagnostiqué, mais le nombre d'enfants autistes qu'il y a dans des classes et qui ne sont pas diagnostiqués, et les parents, il y en a beaucoup qui sont dans le déni. Il y a une vraie souffrance de ces enfants-là à l'école, mais aussi à la maison, quand même, de ces familles qui veulent pas toujours l'accepter et qui n'ont pas du coup les stratégies adaptées pour faire face à ce handicap. Donc de tous les côtés, je pense qu'il y a des difficultés qui peuvent se présenter. Et puis j'ai l'impression dans ce que tu dis là dans ton discours, il y a quand même énormément de choses à faire qui sont pas encore mises en place. C'est hyper intéressant et franchement c'est tout à ton honneur d'aider pas que les enfants en fait, mais aussi les familles justement et de les accompagner sur toute cette partie-là. Et puis, on leur dit toujours à la rentrée, les parents c'est nos premiers partenaires. C'est-à-dire que nous on travaille et on cherche à travailler un maximum avec les familles parce que l'autisme ça a toutes ses particularités du quotidien et il y a des choses que c'est grâce aux familles que nous on va apprendre beaucoup plus sur les enfants, des informations dont on a besoin et on doit s'en saisir pour les faire progresser et pour comprendre aussi certains événements. C'est bête, mais juste la fatigue, voilà, savoir si l'enfant a bien dormi, pas dormi du tout, ça va complètement changer son comportement. S'il y a eu un événement, un changement, parce qu'ils sont très très sujets à toutes les difficultés de changement, voilà, c'est de stabilité, donc il y a beaucoup de frustrations qui peuvent se poser, voilà, et donc après aussi tout le domaine de soins, c'est des enfants qui généralement sont suivis par des orthophonistes, des psychomotriciennes, des psychologues, etc. Et du coup, on est en contact avec la famille, mais aussi avec les partenaires de soins. Et tout ça, c'est tellement important dans la vie de l'enfant au quotidien qu'il faut un maximum de toutes ces informations pour les aider au mieux, quoi.
Ok. En fait, ouais, t'as un petit peu une triple casquette finalement, parce que t'as la partie pédagogique, la partie gestion de l'enfant en lui-même, et la partie communication avec à la fois les parents et toutes les personnes qui vont graviter autour de ces Exactement. enfants. Quand j'étais dans le dispositif Ulysse, mon titre c'est Cordo. Dans ce rôle-là de être présente pour les familles, tous les partenaires de soins, c'est des enfants qui généralement aussi viennent à l'école en transport, donc on s'occupe d'être en communication avec tous les taxis, matin et soir. Dispositif Ulysse, en tout cas, c'est souvent le cas. Moi, cette année-là au collège, j'ai 2 enfants qui sont emmenés par les familles, voilà, mais j'ai quand même un de mes élèves qui est pris en charge par un taxi. On arrive à la fin de cette première partie avec Emeline qui nous a offert un regard fascinant sur son parcours et son expérience au cœur du milieu des enfants TSA. La réalité de l'inclusion scolaire est un terrain complexe, mais aussi riche de possibilités, grâce à des projets novateurs qui viennent du monde entier. Car la France, comme l'explique bien Emeline, est déjà très en retard sur le sujet. Dans la suite de son témoignage, Emeline nous dévoile surtout des outils concrets et des approches pédagogiques pour mieux comprendre et accompagner les enfants au quotidien. Elle reviendra aussi sur l'importance d'une formation adaptée pour tous les enseignants. La seconde partie de l'histoire d'Emeline, c'est au prochain épisode. Et en attendant, si l'épisode et le podcast vous plaisent, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. À très vite!